Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, mais attention, le sujet est très important mais assez compliqué. Fort heureusement, je pense que j'ai enfin trouvé la bonne façon de pouvoir vous en parler sans que ce soit trop abstrait, trop théorique. En fait, je vais d'abord vous expliquer quelques rulings qui sont vraiment basés sur l'attaque-défense en général, les modifications, plusieurs concepts dont on aura vachement besoin par la suite, et je n'ai laissé que pour la toute fin des cas un petit peu plus curieux, sans vraiment qu'il y ait besoin de les apprendre. En revanche, le cœur de cette vidéo, c'est un peu pour ça qu'elle est longue, mais je peux pas vraiment faire autrement, c'est le document que vous voyez là. C'est un document que je vais vous présenter, qui va me servir de guide pour toute la deuxième moitié de cette vidéo, et si vous comprenez bien les principes, vous pourrez vous en servir après comme référence. Je pense franchement pas qu'en un seul visionnage, vous puissiez tout retenir, mais c'est pas vraiment le but. C'est pour ça que je vais surtout vous expliquer les concepts, et par-dessus tout, vous montrer plein d'exemples. C'est pour ça aussi que la vidéo a cette durée, c'est parce que sinon, c'est trop théorique, et je pense que je vais en paumer beaucoup. Alors qu'au moins, avec des vrais exemples, eh bien ça va être du concret. Et n'ayez pas peur du tableau ou du document, vous en faites pas, que ce soit les différentes catégories ou encore plus les différentes interactions dans le tableau, il y en a beaucoup qui se répètent d'une case à l'autre. Chaque case n'est pas absolument unique. Comme d'habitude, vous aurez un sommaire dans la description, mais j'ai même découpé la vidéo en elle-même en plusieurs grandes parties, histoire que ça soit pas un énorme bloc ininterrompu de 40 minutes, je pense que ce sera beaucoup plus digérable. Pour commencer, je vais donc introduire quelques concepts importants et parler de quelques rulings qui concernent les attaques-défense, mais qui ne sont pas décrits sur ce document. En avant pour la première partie. Tout d'abord, une notion qui sera absolument capitale dans toute cette vidéo, c'est la différence entre les modifications de stats continues et les modifications persistantes. Alors, je rappelle que persistant, c'est ma traduction du terme lingering en anglais, que vous risquez de voir pas mal. On a déjà vu ce concept-là dans la vidéo activation et annulation, notamment entre absorption de compétences et illusionniste d'effet. Si vous vous rappelez, le premier a un effet qui est appliqué en continu sur les monstres, tandis que le deuxième applique son effet à un instant T, et une fois ça fait, ce changement persiste par la suite. Cet effet ne continue pas à annuler le monstre, car il l'affecte en permanence. Non, c'est pas ça. Il a affecté le monstre à un instant précis, et c'est tout. Après ça reste. Si le monstre devient non affecté par la suite, c'est trop tard, ces effets auront déjà été annulés par l'illusionniste. Alors qu'à l'inverse, si un monstre qui est soumis à absorption devient à un moment non affecté par les pièges, alors vu qu'il est non affecté par l'annulation continue, il va donc retrouver ses effets. Je pense que c'est plus simple d'introduire ce concept via les annulations, mais on peut prendre des changements d'attaque tout bêtes, genre Hache du désespoir contre Charge intrépide. L'une booste continuellement, tandis que l'autre applique son boost à un instant T, lors de sa résolution. Mais c'est exactement le même concept. Ceci étant, il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre la nature de la modification de stats, donc par exemple un boost d'attaque, et sa source. C'est-à-dire d'où cette modification provient. Dans le cas de H, on a une modification continue via un effet continu, et Charge intrépide, par contre, c'est une modification persistante à partir d'un effet qui s'active, et qui donc se résout à un moment, et à ce moment-là applique cette modification. Mais l'erreur du coup ce serait de penser que l'un entraîne l'autre. Ce n'est pas du tout vrai. On peut prendre l'interaction entre les deux appellios pour le mettre en évidence. Alors oui, en français ils ont strictement le même nom, donc ça va pas être extrêmement simple. Pour simplifier, on va dire l'avatar appellio pour celui de base et la fusion appellio pour l'autre. L'avatar peut donc appliquer un boost qui lui sera continu à partir de la résolution de son effet, qui dit que le reste de ce tour, nos bêtes spirituelles vont gagner 500 d'attaque et de défense. On sait que lui, il peut quitter le terrain par la suite et que ça changera pas, le boost restera appliqué. Et en ça, il ressemble un peu à la plupart, voire à la totalité des effets persistants. Mais le boost en lui-même, il est arrangé dans la catégorie des boosts continus, car il agit comme eux, il doit constamment affecter les monstres pour continuer à leur donner le boost. C'est pas genre, au moment de leur invocation, ils gagnent 500, et après, on s'en fiche quoi, ils le gardent. Non, c'est constamment, ils doivent rester affectés pour garder le boost.
Et c'est là que la fusion Apelio rentre en jeu dans cet exemple, puisque lorsque ce monstre attaque, il devient non affecté par les autres effets de carte. Ce qui fait que pendant ce laps de temps, il ne sera plus affecté par le boost et donc le perdra. Il ne le retrouvera qu'après son attaque. Alors tout ça c'est assez subtil, mais il est important de se rappeler qu'une modification continue peut donc venir d'un effet activé, et pas forcément d'un effet continu d'une carte qui doit rester constamment face recto sur le terrain. L'inverse est vrai du coup. On peut prendre une carte comme Apollousa, qui change son attaque d'origine lors de son invocation, et pourtant, cette phrase elle est classée comme un effet continu par Konami, alors que la modification n'est appliquée qu'au moment de l'invocation. On aura l'occasion de voir tout à l'heure un exemple pratique avec Apollousa, mais voilà, comme quoi on nous simplifie pas la tâche. Je dirais même que ici ça sonne franchement absurde de classer ça parmi les effets continus. Mais bon, au moins ça nous rappelle que l'un n'entraîne pas l'autre. Il faut bien différencier le comportement de la modification de sa source. Et maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer aux annulations et aux oublis de ces modifications de stats. Prenons directement 3 cas de gains persistants, différents en apparence, et on va justement voir si c'est le cas ou non au fond. On va prendre 3 monstres. Porte Numéron Ekam, qui double l'attaque de tous vos monstres Numéron. Dragon Épée Borel, qui va diviser par 2 l'attaque d'un monstre adverse tout en gagnant lui-même ce montant. Et Axécodeur Bavard, qui va gagner de l'attaque selon le nombre de fléchiens d'un de ses matériels liens. On a donc 3 effets qui s'activent et qui appliquent des modifications persistantes à partir de leur résolution. Mais que se passe-t-il si leurs effets sont ensuite annulés ? Eh bien, seul Axécodeur perdra son boost, sans jamais le regagner par la suite, même si ses effets ne sont plus annulés à partir d'un moment. En gros, ce qu'il faut comprendre de cette mécanique, c'est que dans son cas, c'est un effet qui modifie ses propres stats, tout en ne pouvant modifier que ses stats à lui, et c'est ça qui va faire la différence. Ekam va toucher tous vos monstres Numéron sans distinction, qu'il n'y ait que lui, qu'il y en ait d'autres, peu importe. Donc si on annule ses effets, dans tous les scénarios possibles, il ne perdra jamais son attaque. Et les autres monstres boostés ne la perdront pas non plus. Et c'est la même chose avec Épée Borel, et là la logique c'est que même si lui, le gain d'attaque, il n'y a que lui qui peut le gagner, c'est un effet qui touche également un monstre adverse, et du coup, vu que c'est un effet qui touche plusieurs monstres et pas que lui, du coup, même si on annule ses effets, il conservera son boost, et le monstre adverse sera toujours divisé par 2. C'est relativement technique, mais on s'y fait plutôt vite. Alors, il y a des cas plus subtils sur lesquels il ne faut pas faire d'erreur, par exemple le mouton frôleur, qui active un effet pour se spé lui-même depuis le cimetière, et au passage, se booster. Alors oui, en passant du cimetière au terrain, c'est, dans une certaine mesure, une carte différente. Mais le jeu, il reconnaît que c'est bien lui-même qui s'invoque, et qui se booste lui-même et juste lui-même. Ce qui veut dire qu'une fois qu'il est sur le terrain, si on annule ses effets, il perdra ce boost. C'est différent d'un monstre comme Surnalish, qui lui, peut se récupérer depuis le cimetière à la main pour immédiatement se spé et se donner des boosts, mais ces boosts, il peut les donner à n'importe quel monstre zombie, puisqu'il peut invoquer n'importe quel monstre zombie. Donc étant donné qu'il ne peut pas donner ce boost qu'à lui-même exclusivement, on considère que si on annule ses effets, il perd tout simplement rien, il conservera tout. Ça ressemble un petit peu à Ekam en fait, où même dans une situation où il n'y aurait que Ekam qui se boosterait lui-même, ça changerait rien. Annuler ses effets ne lui retirerait pas le boost, puisque de base, il est designé pour pouvoir affecter plus que lui. Il y a enfin la question plus générale d'un monstre qui a subi des modifications de stats, quelles qu'elles soient, et qui par la suite va soit quitter le terrain, soit passer face verso. Là, rien de plus simple, dans ces 2 cas, et peu importe la raison, il perdra l'information de ses modifications. Et lorsqu'il reviendra face recto sur le terrain, il sera considéré comme remis à neuf, comme si on avait invoqué un tout nouveau monstre. Bien, ça nous fait déjà 2 gros morceaux préliminaires d'aborder, probablement les plus costauds. Passons au dernier avant d'enfin pouvoir plonger dans le document. On va voir un petit peu tout ce qui est attaque d'origine, attaque actuelle, les calculs faisables, est-ce que les valeurs négatives existent ? Tout ça, on va voir ça maintenant. Très bien, alors commençons. Tout d'abord, une autre différence fondamentale pour la suite, ce sera comme je l'ai dit la différence entre l'attaque d'origine d'un monstre et son attaque actuelle. Même chose sur la défense bien entendu, mais dans cette vidéo je vais beaucoup dire simplement attaque juste pour aller plus vite, mais c'est attaque ou défense. De base, l'attaque d'origine, c'est ce qui est écrit sur une carte, ce qui est imprimé dessus.
Dans le cas d'un jeton, ce sera l'attaque écrite entre parenthèses par l'effet qui invoque ce jeton, les mêmes parenthèses qui précisent son type, son attribut, etc. Certains monstres ont d'ailleurs une attaque d'origine indéfinie, en point d'interrogation, ce qui est différent d'avoir 0 attaque d'origine. On ne peut d'ailleurs pas dire que ces monstres ont une attaque supérieure ou inférieure à une certaine valeur chiffrée, puisque point d'interrogation ça n'est pas un nombre. Il existe des effets qui peuvent modifier l'attaque d'origine, mais ils doivent le préciser explicitement. Sinon, tout effet fait référence à l'attaque actuelle de la carte face recto sur le terrain, et non pas celle d'origine. Et donc, comme vous l'avez peut-être compris, l'attaque actuelle d'un monstre, eh bien c'est justement l'attaque qu'il a actuellement sur le terrain, donc en étant face recto dessus. C'est celle qu'il va utiliser pour les combats, par exemple. J'aime bien définir l'attaque actuelle comme le résultat d'un calcul autour de l'attaque d'origine. Surtout que ça nous permettra par la suite de voir les cas où on s'en déconnecte totalement. Sa valeur minimum, c'est donc 0. Et si un monstre a point d'interrogation attaque d'origine, et bien à ce moment-là, vu qu'on n'a rien pour calculer, il aura par défaut une attaque actuelle sur le terrain de 0. Et oui, il lui faut bien une valeur pour pouvoir combattre. Mais là où la question se pose le plus, c'est sur les calculs de valeurs négatives, car elles existent bel et bien dans Yu-Gi-Oh! C'est juste qu'on ne les verra jamais sur le terrain. En fait, l'attaque actuelle d'un monstre ne peut certes pas afficher moins de 0, mais dans le fond, eh bien ça peut être inférieur à 0. Par exemple, si Yami est sur le terrain et que je contrôle Aitsu et Soitsu, alors ils afficheront une attaque actuelle de 0. Mais au fond, leur attaque, ce sera 100 moins 200 et 0 moins 200. Donc respectivement, moins 100 et moins 200. Et vu que c'est inférieur à 0, bah leur attaque actuelle, ce sera 0. Et l'attaque utilisée pour les combats, évidemment, ça sera pas moins 100 ou moins 200. Ce sera 0. Si j'attaque à 3000 dessus, j'infligerai 3000 points de dommage, pas 3100 ou 3200. Hein, ne faites pas de confusion là-dessus, vous n'avez jamais joué mal à ce niveau-là. Mais si je précise ça, c'est parce que, au fond, pour les futurs calculs, eh bien ces valeurs négatives, elles seront toujours prises en compte. Si j'équipe mon Aitsu d'une hache du désespoir, alors le calcul, ce sera 100 moins 200 plus 1000, ce qui donnera donc 900 points d'attaque. Il aura ainsi une attaque actuelle de 900 dans cette situation. Vous allez voir que ça nous sera très utile pour le document, ça. On peut d'ailleurs même activer un effet pour baisser l'attaque d'un monstre qui a déjà 0 d'attaque actuelle. C'est parfaitement autorisé pour cette raison justement. De manière générale, les calculs possibles dans Yu-Gi-Oh! Sont ceux qui le sont dans les mathématiques classiques, celles qu'on apprend à l'école de base. Donc par exemple, on peut légalement diviser 0 par 2. Ça donne 0 au bout du compte, mais c'est un calcul parfaitement possible. On peut aussi échanger 0 d'attaque et 0 de défense. On verra pas forcément la différence, mais c'est possible. D'ailleurs, il me faut clarifier un point, car le texte joue avec la réduction de l'attaque actuelle. Prenez Chimera Flesia qui dit « Le monstre de votre adversaire perd 1000 attaques, et s'il le fait, cette carte gagne 1000 ». Et Arfeu du Tir qui dit « Le monstre équipé perd exactement 500 attaques, et s'il le fait, détruisez la cible ». La différence à faire est assez simple. Chimera Flesia peut réduire un monstre de 1000 même s'il a moins de 1000, et elle gagnera quand même les 1000 d'attaque. Mais le mot « exactement » sur Arfeu du Tir veut dire qu'on veut en fait voir absolument cette baisse d'attaque dans l'attaque actuelle du monstre. Donc on peut pas activer cet effet si le monstre équipé a moins de 500 attaques actuelles, et si on l'a activé mais qu'à la résolution il n'a plus 500 attaques ou plus, eh bien il ne perdra rien, l'effet ne s'appliquera pas. Donc oui, même si les calculs négatifs existent en quelque sorte, certains effets font exprès de les rejeter. Allez, en piste, on va enfin parler de ce fameux document. C'est parti. Alors, déjà, il faut que je vous précise un truc. Ce document ne vient pas de moi à la base, je n'ai fait que le traduire en français, car il était réalisé par Pazim, un membre de la communauté anglaise extrêmement calé en ruling. Alors oui, vous le voyez, le lien du fichier original, il est indiqué sur ma traduction, histoire que vous puissiez vous y rediriger, surtout histoire de citer la source en fait. Mais tout est également écrit dans un drive que je vous mettrai en description. Vous y trouverez plein de documents de ruling et un fichier texte où vous pourrez du coup copier-coller le lien. Notre document ici présent détaille les 7 différents types d'interactions existants à ce jour, plus une catégorie bonus, avec à chaque fois des exemples, et je vous afficherai les cartes en grand à l'écran, histoire que vous puissiez voir de quelle carte il s'agit, si jamais vous les reconnaissez pas, et j'aurai pas à les citer toutes à l'oral. Le tableau, quant à lui, utilise ces 7 catégories pour vous expliquer comment on en applique une nouvelle, les colonnes, par-dessus une précédemment appliquée, les lignes. Et enfin, du coup, tout en bas, on a les cas uniques dont je vous parlais, sur lesquels je reviendrai à la toute fin de cette vidéo.
Commençons directement avec le type de modification numéro 1, les additions et soustractions persistantes. C'est donc celle du style de charge intrépide, on les applique à un instant T, puis ça persiste. Le deuxième type, par opposition, ce sont les additions et soustractions continues, type H du désespoir ou Apélio. On les a vus tout à l'heure eux aussi. Je pense m'être suffisamment étendu sur le sujet, mais justement, ce qui est bien, c'est que si vous avez compris ce que j'ai raconté tout à l'heure, eh bien vous allez comprendre ce que je vais expliquer maintenant. Car les 3 et 4 sont là aussi un type de modification persistante puis continue, et 5 et 6 pareil, sachant que la 7 en fait ne fait pas de différence entre les deux modes, continu ou persistant, ce sera pareil. Ainsi, si vous avez compris la différence entre modification continue et modification persistante, eh bien il n'y a plus que 4 catégories de modifications à connaître. Après on va simplement diviser du coup entre les deux camps. Regardons le type numéro 3 du coup. Il concerne les modifications persistantes qui fixent l'attaque actuelle et celles qui échangent l'attaque-défense actuelle. Tout ça, on met ça dans le même panier. Vous pourrez d'ailleurs également y ranger tout ce qui multiplie ou divise ces valeurs. C'est dans la grande famille des effets qui redéfinissent, refixent les attaques-défense actuelles sur une nouvelle valeur de base. Des fois vous verrez l'attaque devient quelque chose par exemple, mais malheureusement c'est pas constant, des fois on le voit pas et pourtant c'est dans cette catégorie. Ce gel de l'attaque, en gros, il va fixer l'attaque actuelle sur une nouvelle valeur, sans prendre en compte tout ce qu'on utilisait avant pour la définir. Et des fois, c'est sans limite de temps. On verra sur le tableau ce qui est totalement oublié du coup à partir du moment où on applique ça, ou ce qui n'est que temporairement mis de côté, le temps qu'on ait du coup cette modification de l'attaque actuelle, et qui sera réappliqué quand le fixe de l'attaque actuelle disparaîtra. Ça sera quand même infiniment plus clair avec des exemples, donc restez, on verra tout à l'heure de toute façon plein de situations. Je vais passer à la suite avec le type numéro 4, et c'est la même chose, mais avec des modifications continues et non pas persistantes. Vous noterez que là, on ne parle pas de modifications continues qui échangent l'attaque-défense actuelle, parce qu'en fait, je crois que ça n'existe pas à ce jour, enfin, plutôt que tout ce qui existe, ce sera dans les cas un peu spéciaux et chiants à la fin, la catégorie un peu bonus, qui n'en fait qu'à sa tête, et je crois pas qu'en fait, il y ait une modification de ce style-là qui puisse rentrer dans ce type numéro 4. On verra bien un jour s'ils font des effets de la sorte, mais qui sont plus sages et plus logiques. On continue avec le type numéro 5, qui là aussi nous parle de modifications qui vont fixer une valeur, mais cette fois-ci c'est pas l'attaque actuelle, c'est l'attaque d'origine. Et le type numéro 5 concerne les modifications persistantes. Là encore, on commence par le persistant. Vous pouvez reconnaître un paquet de cartes dont vous avez certainement déjà entendu parler, là aussi on verra tout ça en détail plus tard avec les exemples. Le type numéro 6 est dans la continuité, même chose, mais avec des modifications donc continues sur l'attaque-défense d'origine. Et enfin, le type numéro 7, qui lui englobe toutes les modifications qui échangent l'attaque et la défense d'origine, qu'elles soient continues ou persistantes. Comme je vous l'ai dit ici, on ne fait pas de différence entre les deux. Alors avant de continuer, je vais juste faire un petit aparté sur Apollousa, que vous avez pu voir rangé dans la catégorie de type 5. Elle y est pour son effet qui redéfinit son attaque d'origine selon son nombre de matériel, celui dont j'ai parlé tout à l'heure en vous disant que c'était un effet continu, malgré la modification qui elle est classée dans les persistantes. Mais effectivement, elle a un autre type de modification, celle qui lui fait perdre 800 d'attaque. Vous remarquez que c'est une soustraction, et qu'elle est persistante. Elle s'applique au moment de la résolution de son effet, et c'est tout. On nous indique pas autrement, donc c'est juste soustrait à ce moment-là. C'est donc une modification de type 1, persistante. Bon, tout ça je me doute que ça fait beaucoup d'informations, mais c'est normal, et c'est avec des exemples que vous allez véritablement pouvoir comprendre. Et comme je vous l'ai dit, les cas à part, ce sera la toute dernière partie de cette vidéo. Passons donc au tableau en lui-même. Alors, voici le tableau en grand. On a donc les lignes avec les modifications précédemment appliquées, et les colonnes qui représentent le type de modification qu'on va venir ajouter par-dessus. Un exemple tout bête, c'est justement avec les additions et soustractions. Peu importe qu'elles soient continues ou persistantes, vous voyez, c'est dans la même colonne. Si j'active Charge Intrépide sur mon magicien sombre, il aura donc 3200 points d'attaque. Puis si je lui équipe H du désespoir, il aura 4200. Jusqu'ici, c'est extrêmement logique. Mais c'est bien, ça illustre très simplement cette idée d'appliquer un modificateur par-dessus un autre.
On lit donc sur le tableau que les 1 et 2 sont toujours appliqués avec succès par-dessus le modificateur précédent. Vous remarquerez au passage que pour faire plus court, ce sont les numéros qui sont référencés dans les cases même du tableau. Vous aurez de toute façon toujours les références à gauche et en haut. Pour les modifications d'attaque actuelles par contre, là on va rentrer dans le dur. Avec d'abord les persistants. On a 7 catégories de modificateurs, mais il n'y a en fait que 3 interactions différentes possibles. 1 et 3, 2 et 4, et 5, 6, 7. Par rapport à ces derniers, donc les modificateurs d'attaque d'origine en tout genre, eh ben c'est assez direct, on applique le nouveau modificateur par-dessus, rien de choquant, on ne fait que se rajouter. Puisque de toute façon, ici on touche l'attaque actuelle. Exemple, mon monstre est équipé d'évolution instable, et son attaque d'origine est ainsi fixée à 2400 car j'ai moins de points de vie que mon adversaire. Par la suite, si j'applique sur mon monstre l'effet de chaleur Léo, alors son attaque deviendra celle d'un salamandre dans mon cimetière, mettons 500 puisque je choisis Feu Lynx, son attaque actuelle sera donc actuellement de 500, et c'est tout. L'attaque d'origine, elle existe toujours, mais là on ne la voit plus, puisque l'attaque a été fixée sur une nouvelle valeur, mais elle est toujours considérée comme étant 2400. À la fin du tour, quand l'effet de chaleur Léo disparaîtra, eh bien on recalculera l'attaque actuelle comme on le faisait avant, donc en partant sur cette base de 2400. Encore une fois, c'est assez logique, mais maintenant on va remonter et parler des types 2 et 4. Ce sont les modifications continues sur l'attaque-défense actuelle de manière générale, que ce soit addition, soustraction ou tout ce qui fixe. Et elles en fait, eh bien on va les oublier le temps du nouvel effet, tant qu'il sera actif. C'est pour ça que, par exemple, si je contrôle un magicien sombre équipé de la hache, il a donc 3500, et si je le fais passer avec Chaleur Léo à 500, alors le boost de 1000, il reviendra pas s'appliquer par-dessus pour lui donner 1500. Non, il aura 500, et puis à la fin du tour, quand l'effet de Chaleur Léo prendra fin, eh bien il reviendra à sa base d'attaque, c'est-à-dire 2500 plus 1000, donc 3500. On a simplement mis le boost en stand-by. Mais là, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'effet de Léo, il est limité dans le temps. Il y a un moment, il est plus appliqué. Mais ce n'est pas le cas de tous les effets de type 3. Il y a des effets qui vont être appliqués et qui n'ont pas de limite. Si à la place, eh bien, je prends Mistral le tourbillon qui divise l'attaque défense par 2, eh bien ça reste indéfiniment. Donc en fait, la hache, elle restera équipée pour rien, puisqu'il n'y a aucun moment où elle reprendra le dessus. Et ceci est d'autant plus important à comprendre pour les boosts qui peuvent évoluer, puisque remplacer la hache par pouvoir du mage dans cette situation, et ensuite appliquer l'effet de Mistral, eh bien ça fait que même le pouvoir du mage, on va l'oublier. Alors que pourtant, il pourrait être équipé, il donne telle valeur de boost, ensuite on applique le Mistral, bon ok, on oublie valeur du mage, mais on peut se demander ce qui se passe si il y a une autre carte qui est ajoutée, et que du coup pouvoir du mage change de boost. Qu'elle booste de davantage d'attaque ou de moins d'attaque. Et bien en fait, il se passera rien pour le monstre, parce que de toute façon, on ne prend plus en compte le pouvoir du mage. Et le fait que la valeur du boost change au cours du temps, ça veut pas dire qu'on réapplique le boost genre de manière nouvelle. Non, c'est de toute façon, on a déjà oublié, on prend plus en compte le pouvoir du mage, donc si la valeur boostée change, on s'en fiche. Ça ne se verra pas. Cette notion d'oubli, temporaire ou non, est au cœur des effets persistants comme celui de Léo ou de Mistral. Et justement, ça nous amène à l'interaction avec les modifications d'attaque actuelles qui sont persistantes, donc qui sont appliquées juste une fois à un instant précis, les 1 et 3 sur le tableau. Elles, si du coup par-dessus on vient appliquer une modification de type 3, eh bien on va les oublier, et on les oubliera à jamais. Donc par exemple, si j'ai mon Chaleur Léo, que j'ai activé Charge Intrépide dessus, qui a donc 2300 plus 700, donc 3000, et qu'ensuite je fais l'effet de Chaleur Léo sur lui-même pour le fixer à 500, alors non seulement on réapplique pas les 700 tout de suite, il reste à 500, mais vu qu'on a carrément oublié Charge Intrépide, bien à la fin du tour, il repassera juste à 2300. Mais par contre, c'est là que vous allez pouvoir vous poser une question très importante. Parce que si dans cette situation, je remplace la charge par une lance interdite, qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai fixé l'attaque à 500 ? Eh bien mon Chaleur Léo, il sera toujours non affecté par les effets d'autres magies pièges ce tour. On a oublié les moins 800, mais on n'a pas oublié les autres effets qui ont été appliqués, qui ne sont pas touchés par la modification qu'on vient de faire. On oublie uniquement le modificateur qui est pertinent, mais pas tout le reste. Et ça vaut même entre l'attaque et la défense. Je m'explique. Si j'active Vent époustouflant sur mon magicien sombre, il va donc gagner 1000 points d'attaque et 1000 points de défense jusqu'à ma prochaine stand-by. Et bien si ensuite mon adversaire applique l'effet de Zéréorte dessus, et bien son attaque passera à 0,
Donc à ce moment-là, on oublie le boost persistant 2000 d'attaque, mais on n'oublie pas le boost persistant 2000 de défense. Donc à ce moment-là, il aura 0 d'attaque et 3100 de défense. Donc même ça, il faut bien faire la différence. Chaque stat est indépendante. Bon bref, on a passé beaucoup de temps sur ces premières catégories, mais c'est normal, c'était pour bien vous faire comprendre les différents concepts, entre ce qui ne recommence pas à s'appliquer et ce qui recommencera à s'appliquer, mais uniquement après la disparition du nouveau modificateur. À partir de maintenant, on va pouvoir aller beaucoup plus vite, parce qu'on a vu basiquement tout ce qui était un peu neuf. Là maintenant, il faut juste voir cas par cas. Quatrième catégorie, justement, les modifications d'attaque-défense actuelles continuent. Par exemple, Boulet des Ténèbres, qui dit que l'attaque-défense du monstre équipé devient 100. C'est son effet continu de magie d'équipement, et on a déjà une grappe avec les modificateurs 1, 3, 5 et 7. Donc tout ce qui est persistant, et tout ce qui échange les attaques-défense. Eux seront oubliés tant que notre effet continu de catégorie 4 sera appliqué, mais on les retrouvera bel et bien ensuite. Donc si je fais charge intrépide sur mon magicien, et que derrière je l'équipe du boulet, eh bien il aura 100 d'attaque défense. Mais si durant ce même tour le boulet est détruit, alors le magicien reviendra à son attaque de base, plus le boost, donc au final 3200. Alors, on a ensuite un 4 sur un ancien 4. Donc là c'est superposition de deux mêmes effets. Et c'est assez logique, hein, on applique le plus récent. C'est lui qui va définir l'attaque actuelle. Si j'équipe Boulet puis Pestilence à un monstre, eh bien il aura 0 d'attaque et 100 de défense. Pestilence prenant le dessus sur la modification d'attaque, puisqu'appliquée en dernier. Et dans le sens inverse, il aura 100 d'attaque et de défense, puisque là c'est Boulet qui aurait le dessus. Même logique contre la catégorie 6, les modifications continues d'attaque-défense d'origine. En soi, elles sont toujours appliquées, mais forcément c'est ce qui définit l'attaque et défense actuelle qui prévaut sur la valeur affichée au final par le monstre. Peu importe l'attaque d'origine et la modification qu'on fait dessus, si l'attaque actuelle elle est pas du tout définie en prenant en compte cette attaque d'origine, eh ben on s'en fiche un peu quoi. En tout cas, on le voit pas sur l'attaque actuelle, c'est ce qu'on peut dire. Ce qu'il ne faut pas confondre, en revanche, c'est par rapport à notre dernière catégorie, les additions et soustractions continues. Là, vous lisez qu'on applique 4 et ensuite on réapplique 2. Ça veut donc dire que si je contrôle le Magicien Sombre et Yami, qui a donc 2700 d'attaque et 2300 de défense, puis que j'équipe le boulet, son attaque actuelle deviendra 100 d'attaque et de défense, mais avec le boost continu directement réappliqué par-dessus, donc au final, il affichera 300 d'attaque et de défense. C'est un très bon exemple de la différence entre les modifications continues et les modifications persistantes, justement. Vous voyez bien que là, il y en a un qu'on oublie et un qu'on n'oublie pas du tout. Voire même ici, carrément, qu'on réapplique directement. On n'attend même pas la fin du nouveau modificateur ou quoi que ce soit. C'est en ça que le tableau est hyper utile, parce que même si on a compris les idées, c'est pas facile de se souvenir que dans tel cas on oublie, dans tel cas on oublie, mais juste un temps, dans tel cas on réapplique tout de suite. C'est une gymnastique qui est vraiment pas évidente, mais si vous avez compris les idées, après vous pouvez simplement utiliser le tableau pour savoir, dans telle situation, je dois faire tel truc. Et c'est tout. Bien, dernière portion du tableau, avec les modificateurs d'attaque-défense d'origine, les effets de type 5, 6 et 7. Tout d'abord, et ce sera le cas pour tous, les additions et soustractions fonctionnent de la même manière que ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on va appliquer 5, 6 et 7, et par-dessus, on va venir réappliquer les effets de type 1 et 2. Si je reprends le cas du magicien avec Yami, puis que je fais rétrécissement sur ce dernier, alors son attaque d'origine deviendra 1250, et on réappliquera le boost par-dessus, donc il aura au final une attaque actuelle de 1450. Ensuite, je vais laisser les échanges de côté pour le moment, on va d'abord traiter les modificateurs persistants et continus ensemble. On va prendre justement rétrécissement et évolution instable pour les représenter. Quand on les applique par-dessus un effet qui fixe l'attaque-défense actuelle ou d'origine, eh bien on aura des résultats différents. Si Chaleur Léo fixe l'attaque de mon Magicien Sombre à 500, puis que je fais rétrécissement dessus, alors on oublie immédiatement la modification de Chaleur Léo, donc son attaque passera à 1250. Et oui, même moi je trouve ça complètement bizarre, parce que ça devrait pas faire oublier un effet qui pourtant définissait l'attaque actuelle et non originale, mais bon, que voulez-vous, on a des rulings qui nous indiquent clairement que c'est comme ça que ça se passe. C'est typiquement le genre de ruling où Konami nous a dit que c'est comme ça, puis c'est tout, mais du coup, ça nous rend une interaction particulièrement vicieuse et difficile à retenir, je trouve, vu qu'on peut pas vraiment la retrouver par la logique.
Et par conséquent, c'est la même chose avec Appaloosa. Dès qu'on applique rétrécissement dessus, on prend sa valeur d'origine qu'elle s'est définie, par exemple 3200, on dit que jusqu'à la fin du tour, son attaque d'origine ce sera la moitié, 1600, mais du coup, à la fin du tour, elle aura oublié tout, et son attaque d'origine sera donc indéfinie. Alors, en revanche, si dans cette situation, dans ces situations même, j'équipe plutôt mon monstre d'évolution instable, on ne fera que mettre temporairement ces modificateurs de côté. Ils seront à nouveau appliqués lorsqu'évolution quittera le terrain. C'est déjà beaucoup plus simple. Alors maintenant, pour les modificateurs continus d'attaque-défense actuels, et bien là aussi c'est assez simple. Eux, ils sont réappliqués par-dessus les modificateurs d'attaque d'origine. Donc si j'équipe un monstre de boulet des ténèbres, puis d'évolution instable, au final, ça changera rien. L'attaque actuelle est de toute façon définie par boulet, et non pas par rapport à la valeur de l'attaque d'origine. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Bien entendu, si des effets renvoient à la valeur d'origine, bien là, ça aura une importance, du coup. Puisque cette valeur d'origine, elle existe toujours, même si elle n'est pas forcément visible et prise en compte dans le calcul de l'attaque actuelle. On descend maintenant vers les modificateurs continus de la valeur d'origine. Et à nouveau, on observe une différence. Si une modification persistante s'applique par-dessus, alors le modificateur continu est oublié jusqu'à ce qu'elle disparaisse, si elle le fait, si elle a une limite. Tandis que si on rajoute un modificateur continu qui fixe la valeur d'origine sur un autre, alors c'est simplement le nouveau qui prend le dessus. Là, pour le coup, aucune surprise je pense, c'est logique, on a déjà vu ce comportement plus tôt. Enfin, si un échange des valeurs d'origine est appliqué, puis qu'on vient mettre par-dessus une modification pour fixer l'attaque défense d'origine, alors là aussi, on vient l'appliquer par-dessus. En effet, si on prend une carte comme bouclier et épée, alors on inverse, les valeurs et les nouvelles deviennent celles d'origine. Donc si j'utilise ça sur le magicien, son attaque d'origine sera traitée comme 2100 et sa défense d'origine comme 2500. Eh bien si je viens appliquer rétrécissement par-dessus, son attaque d'origine sera alors considérée comme 1050, la moitié de 2100. Et on termine enfin par ce qu'il nous reste des effets de type 7, ce qui inverse les attaques défense d'origine, comme bouclier épée justement. On a déjà vu le cas des additions et soustractions, donc on peut directement passer aux modificateurs qui fixent ou échangent l'attaque défense actuelle. Sans surprise, elles reprennent toujours le dessus, qu'elles dépendent de la valeur d'origine ou non. Si un monstre est équipé de mégamorphes, alors on échange ses valeurs d'origine, puis son attaque actuelle devient redéfinie par mégamorphe, selon la nouvelle attaque d'origine. On continue avec la même chose, mais pour l'attaque défense d'origine. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les appliquer d'abord, et ensuite l'échange se fera. Donc par exemple, si on a une bête gladiateur qui invoque Oplomac alors que Village Ojama est présent, alors sa défense d'origine devient 2400, puis on applique l'échange lié au Village Ojama, et il aura donc 2400 d'attaque et 700 de défense. Et enfin, dernière case de ce tableau des enfers, le double échange. Bon, là, pas trop besoin de vous le dire, je pense que c'est assez logique. Si on fait 2 fois bouclier épée, ça fait un tour complet, et du coup on revient à la case départ. Alors, pour faire un bilan honnête de ce tableau, les quelques interactions compliquées que vous allez rencontrer, ce sont surtout celles de type 3. Je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut que vous concentriez votre apprentissage. Le reste, soit c'est assez intuitif, soit c'est vraiment anecdotique, vous le verrez jamais. Mais bon, si vous savez lire le tableau, a priori, peu importe le cas, vous n'aurez pas de problème. Mais du coup, j'ai encore un bonus pour vous. Si vous êtes encore là, chapeau, mais on va du coup passer au dessert. Les cas récalcitrants. C'est parti. On a donc pour terminer les quelques effets qui n'en font qu'à leur tête, et qu'on peut pas vraiment bien identifier à la lecture. Il faut tout simplement connaître ces cas précis. Vous le lisez, ils s'appliquent toujours en dernier, car ils ont tous un aspect continu, et c'est ça qui pose problème. Même avec ça, vous me direz, on a vu que normalement on peut appliquer d'autres effets par-dessus, et peu importe que ce soit des modifications continues ou quoi, il y a toujours une façon de réglementer la chose. Mais non, pas ici, parce que justement c'est ça qui fait leur particularité, ça met ces cartes à part. Peu importe les modifications que vous faites, ils seront toujours réappliqués par derrière, à la fin. Et quand ils disparaissent, tout le reste est réappliqué, même les modifications persistantes. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si toutes celles que vous voyez là sont les seules de cette catégorie. Mais en tout cas, si vous en jouez parmi celles-là, je vous conseille d'aller lire leur ruling, et même tout simplement d'écouter ce que j'ai à vous dire maintenant.
Je vais donner quelques genres d'interactions pour vous donner une idée, mais je vais pas essayer de construire des situations trop complexes, parce que de 1, elles sont hyper rares, voire improbables, et de 2, de toute façon, si vous savez juste pas, ce sera au juge de trancher pour vous. Je vais prendre le mur miroir par exemple, vu que c'est une carte de maille, donc très connue. Déjà, sachez que chaque copie ne divisera l'attaque d'un même monstre qu'une seule fois. C'est pas appliqué à chacune de ces attaques. En revanche, du coup, si vous contrôlez 2 murs, eh bien chaque mur divisera l'attaque, et au final, le monstre sera divisé par 4. Mais donc, si vous modifiez ensuite l'attaque du monstre, eh ben on va recalculer. Si mon magicien sombre équipé de la hache attaque et passe donc de 3005 à 1750, mais qu'ensuite la hache est détruite, on va recalculer. Donc il passera à 2500 divisé par 2 par le mur, donc 1250. Si maintenant je prends Dreadroot, qui a l'effet continu de diviser l'attaque de tous les autres monstres par 2, on observe un comportement similaire. Mais c'est d'ailleurs pire si je prends un de ces rollings avec Jardin Infernal, car il montre bien qu'on réapplique toujours son effet par-dessus, certes, mais c'est pas comme si on oubliait son effet pendant qu'on faisait les calculs. Alors je m'explique. À l'invocation du magicien, il aura donc 1250 à cause de Dreadroot. L'effet du jardin s'active ensuite et va fixer l'attaque actuelle à partir de l'attaque qu'il a actuellement, qui est donc déjà une valeur divisée par 2, le 1250. Ça va donc le fixer à 625. Mais cette valeur-là, c'est une toute nouvelle valeur, fixe, pas définie par un quelconque calcul, c'est une valeur brute, redéfinie. Donc Dreadroot, il dit « Mais moi je veux me remettre par-dessus, moi je veux que ta valeur, elle ait quand même une division par 2 à un moment quelque part, une division qui vienne de moi. » Et ben du coup, on va rediviser par 2, donc ça nous donne 312,5, qu'on arrondit au supérieur, comme toujours dans Yu-Gi-Oh! Avec les nombres à virgule, et on aura donc 313 d'attaque. Vous voyez que là, on est descendu en flèche de manière ultra contre-intuitive. Alors bon, ceci dit, là, j'ai pris un effet qui fixait l'attaque selon la valeur actuelle précédente, déjà divisée par 2. Mais si on prend simplement une soustraction comme avec Slifer, c'est déjà un peu plus intuitif. Parce que lui, il ne fixe pas l'attaque, il va juste appliquer une soustraction. Donc il ne va pas nous arnaquer comme avec le jardin, à fixer une nouvelle attaque à partir de la valeur déjà divisée. Si mon adversaire contrôle Slifer et Dreadroot et que j'invoque Obélisque, qui a 4000, alors son attaque actuelle, bon, elle sera égale à 4000 moins 2000, à cause de Slifer, tout ça divisé par 2. Alors oui, quand Obélisque a touché le terrain, il a été immédiatement divisé par 2, puis c'est pris moins 2000. Mais on l'a pas refixé l'attaque, encore une fois, c'est ça qui est vraiment hyper important. Donc en fait, le calcul, ça va être les 4000 de son attaque d'origine, moins les 2000, tout ça divisé par 2. En fait, Dreadroot, il faut plus le voir comme s'il mettait tout sur une fraction divisée par 2. C'est peut-être plus ça qui est la bonne façon de le voir. Mais bon, quand je vous dis que c'est pas simple, je vous mens pas, c'est quand même un sacré casse-tête. Et c'est pas très intuitif donc. Mais bon, petit détour par l'avatar pour finir, parce que lui, en gros, il dit que ses attaques défense seront égales à la plus grande attaque sur le terrain, sauf la sienne ou celui d'un autre avatar, plus 100. Donc lui, en fait, peu importe ce qu'on applique, il reviendra toujours à cette logique-là pour fixer sa propre attaque défense, sans rien d'ajouter par-dessus. Même si on lui fait affronter un monstre de cette catégorie, par exemple le dragon malicieux transparent, eh bien il gagnera quand même. Le dragon prend note de l'attaque actuelle de l'avatar, il devient le double, mais derrière l'avatar, il repasse à la valeur la plus haute sur le terrain, plus 100. Et on s'arrête ici, ça va pas boucler. Même contre Dreadroot, d'ailleurs, il y a une règle très précise qui dit que le dernier effet appliqué gagne. En gros, si l'avatar a commencé à appliquer cet effet après, eh bien il aura toujours l'attaque la plus haute, plus 100. Sans être ensuite divisé par 2, alors que par contre, si c'est Dreadroot qui a commencé à appliquer son effet en dernier, eh bien l'avatar il aura l'attaque la plus haute plus 100, tout ça divisé par 2. Donc c'est le dernier arrivé qui gagne, en gros. Alors bon, je me doute bien que tout ça c'est uniquement pour ceux qui en veulent, mais vraiment je vous conseille pas de vous prendre la tête inutilement à faire des situations ultra farfelues pour tester, c'est pas la peine. Il y a même des chances qu'on n'ait pas de ruling précis, donc que ce soit extrêmement approximatif, la réponse qu'on puisse vous donner. Il est très facile de se tromper avec eux, je les traite personnellement plus, du coup, comme des curiosités qu'autre chose. Raison pour laquelle je les ai gardés en dernier. Ne vous posez pas de questions avec eux, ou vraiment uniquement si vous n'avez pas le choix. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre au moins un peu ce qui était important.
c'est-à-dire les 7 catégories de base, et comment elles peuvent interagir avec le tableau. Je le répète, dans l'absolu, vous avez juste besoin de comprendre ça, et après vous pouvez utiliser le tableau pour vous rappeler des différentes interactions précises. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions sur tout ça en commentaire, partagez et likez la vidéo si elle vous a plu, d'autant que je pense que ça pourrait aider pas mal de gens à être moins paumés dans ces situations-là. Comme je vous l'ai dit, certains concepts ne sont pas encore bien intégrés par la communauté car pas très intuitifs, notamment le type 3, les modifications persistantes qui fixent l'attaque actuelle, alors que pourtant on les voit pas mal dans le jeu, et même au niveau compétitif et avec des cartes très génériques. Sur ce, je remercie énormément tous ceux qui m'ont aidé à faire cette vidéo, le fameux Pazim en tête grâce à son document, mais également tous ceux avec lesquels j'ai pu débattre et discuter de situations toutes plus farfelues les unes que les autres. Et en attendant, moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!